Et peut-être vous connaissez, pour certains d'entre vous, cette histoire. Il arrive aux Galapagos et il voit quelque chose qui pourrait intellectuellement ressembler à la problématique des girafes de tout à l'heure. Les Galapagos, c'est un archipel, et sur cet archipel, donc plusieurs îles évidemment, et sur cet archipel, il voit des pinsons qui se ressemblent beaucoup, sauf pour un caractère qui est leur bec. Et alors là, je reconstruis l'histoire de manière linéaire, parce que en fait, Darwin s'est rendu compte de ça a posteriori, quand il est rentré, quand il a mis de l'ordre dans ses idées. Ça l'a pas frappé tout de suite, mais enfin, si on reconstitue de manière un peu linéaire l'histoire pour que ce soit un peu plus parlant, on va dire qu'il se rend compte que, en fonction de des aliments qui sont disponibles sur l'île, les pinsons ont des becs différents qui semblent adaptés aux aliments qui sont disponibles. Donc en haut à gauche, vous voyez un pinson qui a un gros bec qui est adapté pour casser des fruits secs. Et puis en bas à droite, vous voyez plutôt un pinson qui a un bec fin qui lui permet par exemple d'aller prélever le nectar des fleurs ou attraper des petits insectes dans des endroits un tout petit peu plus difficiles à atteindre. Et donc il s'aperçoit qu'il y a une adaptation, il semblerait y avoir une adaptation des animaux sur les territoires qu'ils colonisent. Et là, pour lui, ça devient assez clair qu'il est plus simple d'imaginer l'idée que non pas Dieu ou n'importe quelle force, quel que soit le nom qu'on lui donne, ait créé des espèces différentes à chacun des micro-environnements que sont ces petites îles, et ce serait pareil pour n'importe quel endroit dans le monde, mais de se dire que, en fait, tout simplement, il y a certainement eu des pinsons qui se sont déplacés sur ces îles, et qui se sont progressivement, là il se souvient de la marque, qui se sont progressivement adaptés au milieu dans lequel ils se sont trouvés. Mais là où il se diffère de Jean-Baptiste Lamarck, dont on vient de parler avec les girafes, c'est que lui, Darwin, c'était un collectionneur. C'était un collectionneur fou. Il faisait des collections entières de tout ce qu'il trouvait quand il était en Angleterre, quand il était sur son bateau. Et il prend conscience de quelque chose, c'est que dans une population, regardez-vous par exemple, la première chose qu'on voit, c'est la variété, c'est la diversité. Et donc, Darwin prend conscience de quelque chose, c'est que quand une population de pinsons, par exemple, va naître, ils ne seront pas tous identiques. Ils auront, à la naissance, et non pas au cours de leur vie, ils auront tous, à la naissance, des petites variations qu'ils auront héritées de leurs parents. Et sur la base de ce constat d'une variation, un certain nombre d'entre eux va être adapté plus que les autres à leur environnement, et donc va être favorisé pour la reproduction et pour la descendance, va pouvoir faire plus de descendants, et que progressivement, le caractère pour lequel il est favorisé va donc pouvoir se répandre. Donc c'est très différent de Lamarck, même si ça peut vous sembler un petit peu pareil, c'est très différent de Lamarck parce que ça ne présuppose pas de force vitale à l'intérieur des animaux, c'est juste partir du constat qu'on n'est pas tous pareils, mais qu'au contraire on est tous un petit peu différents, et que sur la base de cette différence, des caractères qui sont les plus adaptés peuvent se répandre. Et ça, c'était très important parce que ça sapait encore plus l'édifice du dogme de l'époque. Ça sapait encore plus l'édifice de la fixité des espèces, puisque non seulement on acceptait qu'elles évoluaient, mais en plus on avait un principe, finalement, quand on l'explique de manière rudimentaire, assez simple, qui permettait d'expliquer par quel moteur, sans envisager de force mystérieuse, par quel moteur la diversification des espèces pouvait apparaître. Et comme il était un collectionneur fou, il était aussi un lecteur assez maniaque, quelqu'un qui avait une très grande connaissance des idées de son temps. Et il avait aussi lu un texte écrit par Thomas Malthus, dont vous voyez la gravure à gauche, qui s'appelle « L'essai sur le principe de population ». Et c'était c'était pas forcément quelqu'un qui avait des idées très, très recommandables, parce qu'il avait écrit cet essai pour montrer que les pauvres n'étaient pas dignes de se reproduire autant que les riches. Donc évidemment, je ne vous fais pas du tout l'apologie de ce type d'idée. Mais il avait fait des calculs, en tout cas, et il s'était aperçu que si on prenait, par exemple, le nombre de descendants qui étaient capables d'avoir une famille, et puis qu'on le multipliait mécaniquement par le nombre de descendants génération en génération, très rapidement, il n'y aurait plus assez à manger pour tout le monde sur Terre. Et vous pouvez faire ça avec les humains, mais vous pouvez faire ça avec les mouches, vous pouvez faire ça avec n'importe quel type d'espèce.
Et donc, ce qu'il avait mis en évidence, en tout cas ce que Darwin en avait retiré, c'était que puisqu'il n'y avait pas de la place pour tout le monde, il devait y avoir à chaque génération un tri sélectif très fort qui opérait et qui donc expliquait que les caractères les plus adaptés se répandent aux dépens des autres. Donc finalement, avec des raisonnements, alors Darwin n'était pas un très grand statisticien, mais avec des raisonnements finalement assez mathématiques et logiques, un édifice se mettait en place progressivement pour expliquer de manière assez matérialiste, c'est-à-dire faisant appel à des données objectives et ne faisant pas appel à des données qui étaient de l'ordre de la croyance, comment il pouvait y avoir une diversification du vivant sans besoin de faire appel à des choses mystérieuses. Alors il part sur son bateau, 1831-1836, ça dure 5 ans, puis il revient. Il devient un peu une star parce qu'il il publie un journal de bord qui a beaucoup de succès, donc il devient un jeune homme assez connu. Il est admis dans les sociétés de zoologie. Et puis progressivement, dans ses carnets, il noircit des carnets et il écrit, alors qu'il avait au départ une vision plutôt fixiste des choses, il va écrire, on va voir sa pensée se transformer. C'est d'ailleurs sur l'affiche que tu as réalisée pour aujourd'hui. Il y a cette phrase, cela me fait l'impression d'avouer comme un crime. Et c'est très émouvant quand on lit les carnets de Darwin, parce que voilà, on voit vraiment la pensée de cet homme profondément honnête, sachant vers quoi il va, vers quels enjeux il est en train de bousculer, d'aller vers une vision qui peut-être le dépasse et lui fait peur à lui-même, mais il a tellement l'impression qu'elle est vraie qu'il y va quand même. Et là, vous voyez dans son carnet, c'est un moment de l'histoire de la pensée qui est assez émouvant. Vous voyez, c'est un carnet de 1838. Donc tout en haut, il a marqué « I think », donc « je pense ». Et il dessine l'arbre phylogénétique, c'est-à-dire la première représentation chez lui de l'arbre vivant. Et derrière, il commence à expliquer le mécanisme de ce qu'il appelle à l'époque la transmutation des espèces, qui donnera le principe de la sélection naturelle que finalement je vous ai rappelé juste avant. Donc voilà, c'est juste par c'est un document qui nous est cher parce qu'on voit ce moment où sa pensée se cristallise et se pose sur une feuille de papier. C'est tout.